Écoutez, patron, Ouais. je vais vous dire, hein, moi je suis pas payé pour faire la psychanalyse de vos clients, de vos traînelades de clients de merde. Hein. De toute façon, ils sont tous complètement loups et dingues dans leur tête, sans ça, ils n'iraient pas acheter votre câblotte. Hein. Alors moi, tout ce qui m'intéresse, c'est les 33%, foin pinal. Sur ce, bonsoir. Bravo. Vous parlez comme un vrai démarcheur. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus Amiens pour Pop et Cornet, votre émission Ciné Canapé. Sarah, bonjour. Bonjour Olivier. Et aujourd'hui, on va faire un chef-d'œuvre, un film culte, Appelons ça un film culte. en tout cas un classique du cinéma français. Une référence. C'est bien dit. Un film à voir. Ça, c'est sûr. Mais Un film oublié qu'il faut ressortir des placards. on ne fait quasiment que des films à voir. Oui, mais celui-là, il est vraiment à voir. D'accord. Celui-là, il est encore plus à voir. Et on parle donc de Série Noire d'Alain Corneau, sorti en 1979. Donc avec, et ça on va en parler longuement, Patrick Devers surtout. Donc est-ce que tu nous pitches le film tout de suite, puis après on revient plus en détail sur le... Oui, alors le pitch, ça se passe dans une banlieue parisienne lambda qui doit être Nanterre, à la fin des années 70. Et Franck Poupart, donc, qui est joué par Patrick Devers et VRP, ce qu'on appelait quand même VRP à l'époque, c'est-à-dire qu'il fait du porte-à-porte pour vendre tout et n'importe quoi qu'il a dans son coffre. Et il finit par rencontrer un jour une vieille dame aux mœurs pas très catholiques qui lui échange un manteau contre sa nièce qu'elle garde au fin fond de sa maison. Et partant de là, Franck Poupart se dit que en fait sa vie c'est pas trop ça et que peut-être il va faire quelque chose pour cette pauvre petite qui doit avoir 16 ans, hein, la petite Mona qui est jouée par Marie Trintignant, qui donc vit dans cette chambre. On sait pas trop ce qu'elle fait de sa vie. Enfin, Bah si. oui, non, mais je veux dire, au-delà de ça, disons qu'elle a pas l'air d'avoir une vie en dehors de ça. Et voilà, donc voilà, il va se lancer dans une espèce de plan qui va mal tourner, qui va provoquer une série d'événements, voilà, une réaction en chaîne de galères parce que Franck Poupart est un loser et que voilà, ça lui colle à la peau et que voilà, c'est le personnage typique qui fait quelque chose qui tourne mal et qui essaie de faire quelque chose qui tourne mal encore et qui retourne mal et le résultat retourne mal. Et voilà. Oui, difficile en fait de parler du scénario sans parler de l'ambiance, mais ça on va y venir effectivement après. Peut-être un extrait à passer, me semble-t-il. Oui, moi j'en dirai un mot après, mais pour moi c'est assez représentatif quand même du personnage. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Vous êtes drôlement nerveux, ça. Quoi, j'ai dit quelque chose qui vous a fait de la peine? Mais je suis fatigué, Staplin. Fatigué. J'en ai plein le dos, le cul, les bottes. Vous avez l'air mort. Non, pour moi c'est l'incarnation du personnage. C'est un pauvre mec qui en a un peu marre de sa vie, qui vit avec sa femme d'ailleurs en plus, qui a pas l'air d'être vraiment comment on dit, pas la reine du foyer parce que ce serait difficile d'en parler sans être pas très gentil, mais voilà, qui a un boulot de merde, qui vit dans une banlieue grise et moche, qui a un patron qui a l'air infâme et qui a une femme chiante qui l'aime pas. Enfin, c'est vraiment le mec d'emblée, on a envie d'aimer bien et puis en même temps de pas trop côtoyer parce qu'il a quand même l'air d'avoir la poisse. On a souvent une lecture très très différente de ce film, je remarque vraiment. Oui. On va en parler après. Là, je voudrais juste préciser l'extrait qu'on vient d'entendre et puis pareil, l'extrait qu'on avait passé avant le générique. L'interlocuteur de Franck Poupart dans les deux cas, donc de Patrick Devers, donc le patron de ce personnage VRP est joué par Rublier. Oui, pardon, excuse-moi. Tu disais Monsieur Staplin. Monsieur Staplin. Qui sonne un peu comme Tapin, sans vouloir être... Voilà, donc par Blier père. Donc d'ailleurs le père d'un des meilleurs amis de Monsieur Devers. Ah là, je sais pas, tu vas trop loin pour moi. Blier fils était l'un des meilleurs amis de Devers. Oui, voilà, non, mais juste... Pardon, moi je suis coincée déjà dans Série Noire,
Je suis enfermée dans cette petite pièce comme ça de maison avec cette allure et cette décoration très étrange et je ne suis plus là. Très moche. Bah non, parce que ça Très doit être, triste. ça doit être très années 70 quelque part. Il doit y avoir un truc très typique de la banlieue des années 70. C'est pas que c'est moche, c'est que ça rend quelque chose de très terne et de très qui donne pas envie d'habiter là, quoi. Alors ça, là-dessus, on est d'accord. Hein, parce qu'on va en fait tout de suite partir, si tu le veux bien, sur notre lecture différente. À savoir que on a tous les deux adoré le film. Oui. Moi, je l'ai trouvé très glauque, très malsain. Il m'a mis terriblement mal à l'aise. Oui. Alors là, tu vas donc dire à tous nos auditeurs que j'ai regardé ce film en étant mort de rire. Non, j'allais dire, et toi, comment l'as-tu trouvé? J'allais pas parler à ta place pour une fois, j'allais faire attention. J'ai l'habitude. Oui, alors oui, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est très glauque, c'est très lourd. Il y a quelque chose de très poisseux et c'est pas très agréable à regarder parce que effectivement, on n'a pas envie en fait de regarder cette histoire et de voir ce qui arrive au personnage. Comment dire, c'est un truc qui met assez mal à l'aise. Cela dit, effectivement, moi, ça m'a pas vraiment atteint ce genre de considération parce que effectivement, j'ai beaucoup ri malgré moi, mais parce que Devers me fait beaucoup rire. Voilà. Et parce que le personnage de Devers me fait rire malgré tout. Alors là, ça, admettons, je Voilà. comprends. Hein, il y a un jeu un peu particulier. On a déjà passé des extraits, on va en repasser. Toujours avec Devers qui était vraiment au centre du film. Ça, on va y revenir. Mais tu disais en pitchant le film que tu avais de la sympathie vraiment pour ce personnage. Oui. Moi, pas. D'accord. Très Donc peu. là est la différence de nos lectures du film. Je pense vraiment, au-delà du fait qu'il est loser, moi j'ai plutôt tendance à apprécier les losers, il est malsain, très maladroit et vraiment dans le mauvais sens du terme. Peut-être que sa femme ne l'aime pas, j'en suis d'ailleurs pas tout à fait certain. Toujours est-il qu'il a des tendances à être quand même excessivement violent avec elle. Oui. Si. Oui, si tu veux. Si, oui, j'appelle ça une violence excessive. Oui, non, mais c'est parce que tu parles de choses précises qu'on va pas vous raconter, mais dans la présentation de leur relation, elle me semble à moi tout aussi violente. Donc non, j'ai pas cette. Possible, mais j'ai ça pas me le cette- rend pas. Non, mais je comprends plus bien. sympathique. Mais je dis, enfin pour moi, il m'est sympathique parce que ça reste un personnage effectivement qui prévoit de faire n'importe quoi. Hein. C'est effectivement, il se lance dans un truc. Il se fait embarquer, on sait pas trop dans quelle mesure c'est de son fait ou il se fait manipuler, enfin bref, peu importe, il y va. Il sait qu'il fait un truc débile, mais il y va quand même. Et en même temps, plusieurs fois, il essaie de désamorcer lui-même ce qu'il a prévu de faire. Il essaie de déjouer ses propres plans. Les gens ne le croient pas, les gens ne l'aident pas. Et finalement, en fait, ce qui me rend sympathique, c'est qu'à tout moment, toute l'intrigue du film peut s'arrêter. Oui, il est très complexe voilà. il est très complexe comme personnage. D'habitude, on a deux sortes de personnages, ceux qui sont poussés par leur rationalité, par leur raison, et ceux qui sont poussés par leur pulsion, par leur instinct. Lui, on ne sait pas par quoi il est mu en fait. Mais je pense qu'il est mu par une grande déception de sa vie, tout simplement. C'est ce qui fait que c'est un personnage qui est très accessible, je trouve. Accessible peut-être. C'était sympathique qui me. Oui, non, mais qui est très accessible. Bon, je veux pas dire qu'on peut tous s'y reconnaître, mais qui est accessible dans le sens où je pense qu'à 4 ans, Franck Poupard se disait pas tiens, dans 30 ans, je rêve RP avec une femme qui est une espèce de gros souillon, un patron infâme, et ma vie sera tellement triste que je vais me lancer dans un truc monstrueux. Je pense que c'est ça qui me le rend sympathique. Je peux comprendre, mais bon. Et puis c'est tout, il me fait rire. Je suis navrée, le personnage me fait mourir de rire. Ceci dit, là, on est en train de présenter des possibilités de façon de voir le film. Ça n'enlève rien parce qu'on est tous les deux d'accord pour dire qu'on a adoré ce film. Oui. Et c'est plutôt d'ailleurs pour en dire que si on peut avoir une lecture aussi différente sur certains aspects, c'est quelque chose de généralement plutôt une qualité pour moi chez un film quand on a plusieurs possibilités de lecture. Oui. Ben alors pour ma part, c'est un film que j'ai vu encore une fois cette année dans le cadre du festival à Amiens. Donc avec plusieurs personnes, je fais là la séance avec plusieurs amis à moi et rien que dans ce petit microcosme, si tu veux, je pense 3 à 4, les gens étaient déjà pas d'accord. Que ce soit dans la vie générale, que dans le ressenti, que dans la lecture, que dans alors l'adaptation c'est aller un peu loin parce que Série Noire c'est adapté d'un bouquin de la même série, hein, de la Elle même of maison Woman d'édition. de Jim Thompson, oui. Voilà, tout à fait. qui est sorti sous le titre en français des clics et des cloaques, donc dans la série Noire.
Mais voilà, je veux dire, sur ne serait-ce que quelques personnes, on était déjà absolument pas d'accord les uns avec les autres et c'était déjà, c'était génial à avoir comme conversation de se dire, il y a tous quelque chose qu'on a aimé, mais soit c'est pas la même chose, soit on l'a aimé différemment parce qu'on a tous ressenti ça d'une façon différente. Et oui, je suis d'accord avec toi, c'est génial. C'est vraiment un film qui continue à accompagner après la vision. Ah oui, oui. Et d'ailleurs, moi je suis foutu pour ma part. Hein, Donc toi, ça me permet de préciser, tu l'avais vu effectivement dans le cadre du festival. Oui, donc sur grand écran, dans le noir. Voilà. Avec des amis, tu es sorti, tu m'as dit il faut que tu vois Série Noire, on le fera peut-être à la radio. Ouais. Et j'étais très gêné parce que Alain Corneau, qui n'est pas n'importe qui, notamment le réalisateur aussi de Tous les matins du monde, Patrick Devers, qui n'est vraiment pas n'importe qui, l'un des acteurs du cinéma français les plus cultes, et je ne connais absolument aucun des deux, donc j'étais très très gêné. Mais la rencontre particulièrement, alors Corneau aussi bien sûr, mais la rencontre avec Devers a été pour moi quelque chose effectivement, autant le personnage n'est pas sympathique. Ah c'est violent, hein. Oh, l'acteur est absolument formidable. Ce qui est fascinant, parce que genre je me la pète, Patrick Devers, mais t'es aussi complètement inconnu. J'ai vu quelques cornos, mais c'est vrai que Série Noire, il dure 2 heures quand même. Je crois que c'est assez long comme film. 1h50, oui, et quelques. La scène d'ouverture, hein, qui est une scène où il ne se passe rien. Rien du tout. Ça se passe dans un terrain vague, il n'y a rien, il n'y a pas de décor, il se passe rien. Il y a juste Patrick Devers posé comme ça dans de la boue. Oui, il fait des choses, on va dire. C'est difficile, je vous fais des grimaces parce que j'arrive pas à dire ce que je veux dire et vous me voyez pas. Mais il est dans une espèce d'improvisation ou pas d'ailleurs, mais on a l'impression. Il joue avec quelqu'un d'autre, il joue à vivre une autre vie, il joue déjà à faire autre chose, il s'imagine, il fantasme des trucs quelque chose qui doit être culte d'ailleurs. Comme un enfant. C'est assez étrange quand j'ai commencé le film et que j'ai vu cette scène, j'ai réalisé que j'avais déjà vu cette scène, et absolument pas le souvenir où. J'avais pas vu le film en tout cas, mais. Alors moi pas du tout, mais c'était juste pour dire que en 4 minutes chrono, moi ça m'a scotché et je me suis dit ok. Mais alors plutôt que seulement en parler, on va peut-être pouvoir passer un autre extrait. Oui. Je pensais celui où il est dans sa voiture, donc on recadre. Patrick Devers, non, peut-être pas dire Patrick Devers, Franck Poupart, oui. Parce que quand même, c'est pas, même si Corneau est allé le chercher lui, ça reste quand même le personnage de Poupart qu'il incarne, parce qu'apparemment personne d'autre pouvait le faire. Franck Poupart est parti dans sa voiture, il a rencontré cette petite prostituée bizarre et muette, on va dire qu'elle est muette, hein. Et à partir de là, en fait, c'est le début. Il le sait lui-même, ça l'annonce, il le sent. Mona, ta beau est une sacrée gonzesse. J'ai intérêt à me garer les fesses. Peut-être bien que je reviendrai jamais. Mona, Mona. Chienne de vie, chienne de vioque. 45 dans les dents, bah bravo, vas-y, continue, t'es sur la bonne voie, vieux. Voilà, je suis désolée, moi ça me fait rire. Non mais oui, plus décontextualisé comme ça, follement, moi c'était l'ambiance qui m'empêchait de toujours un frein à mes zygomatiques, je vais dire. On précise tout de suite d'ailleurs effectivement, hein, comme tu le disais, pour les fans de Trintignant qui attendraient des extraits, non. Non, pas dans celui-là, non. Non, c'est non, hein. Trop visuel, en tout cas. En tout cas, pas assez auditif, quoi. Non, elle ne parle pas. Il doit y avoir 3 interjections et c'était pas possible pour les extraits. Donc, non, et puis c'était pas non plus très très intéressant, je pense, de l'entendre parler. Je pense qu'elle parlait pas parce que, voilà, c'était aussi bien qu'elle parle pas. je ne m'attarderai pas sur Marie Trintignant pour ma part. Mais donc, on a entendu effectivement Devers qui. C'était. Alors, oui, on va préciser, donc, effectivement, comme tu le disais, Corneau voulait Devers. Oui, le film n'aurait pas vu le jour sans Devers. Et on parlait tout à l'heure de première qualité du film qui est la possibilité de lecture qu'on peut en avoir. La chose qui m'a vraiment impressionné, moi, c'est que c'est un vrai film de réalisateur et d'interprétation. Ouais. Dans le sens où exactement le même scénario par un autre réal et par un autre acteur, ça aurait été fondamentalement quelque chose de différent. Oui. C'est eux qui créent le film, ça crée au-delà de l'histoire qui finalement, et je te le disais, c'est une série noire, hein, c'est l'adaptation d'un polar, c'est très basique. Ça installe une ambiance, quelque chose de très très particulier. Ces deux-là font... Et on voit quelque chose qui a probablement été imité à l'époque, mais jamais correctement, et qui était très très surprenant à l'époque et toujours aujourd'hui. Ça fait vraiment un film immortel là pour le coup. C'est indémodable.
C'est très ironique. Mais c'est la rencontre des deux qui fait que le film rend ça. Quand on en a parlé à l'époque où on l'a vu, on faisait la réflexion que Corneau avait fait un film sur Devers. Tout polar mis à part, c'est lui qu'on filme et c'est lui qu'on voit et c'est lui qu'on met en scène. Et effectivement, si lui n'avait pas été là, ça aurait été un film noir comme n'importe quel film de polar de l'époque. Oui, on est en 79, Devers, on est déjà début de la fin, on va dire, au début de ses dépressions et autres, on suppose, parce que ça reste très obscur, mais qui mèneront donc, je le rappelle, à son suicide en 82, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, oui, en même temps, Devers, à l'époque, de ce qu'on pouvait lire de critiques et d'interviews et ce genre de choses, enfin, tout au début de sa dépression qu'il pouvait être, disait qu'il était fin heureux, extatique d'avoir tourné avec Corneau, d'avoir joué ce rôle et que c'était son meilleur film et que c'était exceptionnel. Et j'avais lu une interview de Corneau, pour le coup très perturbante, qui disait qu'il était très content d'avoir tourné avec Devers et qu'il était d'autant plus content d'avoir tourné avec Devers parce que il faisait l'effort de pas se droguer pendant qu'il tournait. Et je pense que ça se voit. Ah, d'ailleurs, on n'a pas la même info. Moi, j'avais entendu dire qu'il se droguait, mais qu'ils étaient tous très impressionnés parce qu'il arrivait, malgré les prises de drogue, à retenir son texte et à jouer très bien. Ah, je sais pas. Je sais pas, et puis on va pas aller sur ce terrain. Non, on n'y était pas, c'est très loin. On pourrait aussi se poser la question de la place de l'improvisation, tout ça, on va pas le faire. Parce que c'était pas purement biographique ma réflexion, hein, quand je disais qu'il était au début de la fin. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a une folie chez Poupeau. Ah oui, bien sûr. Je pense qu'elle n'est pas anodine. Devers va la chercher dans sa propre vie, et c'est bouleversant. Il y a des scènes absolument bouleversantes où Devers est une scène on ne peut pas, parce qu'elle est complètement muette, où il écoute sa musique debout dans sa chambre à danser tout seul avec sa sono dans la main. Il est vraiment absolument bouleversant à ce moment-là. Ça fait partie de ce genre d'images avec lesquelles je vais pas dire parce que c'est pas bien. Ça fait partie de ce genre d'images avec lesquelles je vais finir ma vie. Dans la série images vues au cinéma. Oui. Et au-delà de tout le film, parce que tout est génial, tout est important, tout est travaillé, tout est pensé et tout est extraordinaire. Tous les plans, toutes les séquences, tout a un sens. Mais c'est cette scène-là en particulier, effectivement, où il danse tout seul dans son appart qu'il a rangé. Pour moi, ça vaut pas aussi la fameuse scène culte que la Terre entière a vue, où Franck Poupart se brise la tête sur le capot de sa voiture. Hein. Toujours dans le même terrain vague, parce qu'apparemment il aime bien aller traîner par là. Oui, non, ça c'est pas pareil. C'était l'implication des acteurs qui à l'époque était rare, qui était copiée sur les acteurs américains et qui a beaucoup impressionné à l'époque. Non, je parle pas de ça. Je parle du fait que ça, pour le coup, c'est une image de cinéma que je connais depuis très longtemps et qui est très connue et qui est référentielle, qu'on va te sortir à tous les festivals, tous les machins trucs. Mais je trouve que la scène où il danse tout seul dans son salon, pour moi, est beaucoup plus marquante que cette scène que tout le monde a vue, qui est la scène du capot de la voiture. C'est tout ce que je voulais dire. Rappelons quand même, effectivement, on tourne un tout petit peu sur un aspect biographique, mais que Devers, ce qu'il représentait, c'était vraiment la nouvelle star absolue, et on pense toujours à Devers, sur l'acteur qu'on a manqué éventuellement s'il n'avait pas mis fin à ses jours. D'ailleurs, il était en rivalité il avait commencé dans Les Valseuses, surtout à être connu aux côtés de Gérard Depardieu, qui est resté son rival, et on sait le monstre de cinéma qui est devenu Gérard Depardieu, et on ne peut qu'imaginer ce que serait devenu lui aussi Devers. Oui, sauf que tu dis que Devers était une gigastar, ce qui n'était absolument pas le cas. Hein. C'était une star en devenir. Oui, c'était une star en devenir. C'était vraiment une star montante. Il n'est pas devenu... Enfin bon, bref. Il a été nommé 5 fois au César quand même. Oui, et il ne les a jamais eu. C'est peut-être pour ça qu'il est resté en devenir, si tu veux, et qu'ensuite il s'est tiré une balle. 5 Césars à son âge, j'appelle déjà ça être une star. Oui, écoute, cela dit, ça changera rien, ce qui s'est passé. Donc, Oui, tout à fait. Moi j'abandonne cette conversation. Ça me fait du mal. D'accord. Non mais c'est vrai. C'est vrai parce que, encore une fois, c'est un acteur que je connaissais pas du tout, et peut-être que j'aurais pas dû commencer avec Série Noire, parce que c'est vraiment Enfin, pour moi, ça a été une vraie claque de cinéma. Mais oui, c'était sans doute un énorme gâchis humain et artistique. Donc, pour ma part, je m'arrêterai là et je vais revenir à Série Noire quand tu faudra. Oui. Mais Série Noire, c'était aussi, c'était aussi pour Devers. C'est pour ça que je disais ça. Oui, je sais. Bon, on peut dire un petit mot aussi de Blier, par exemple, qui est
Ah, c'est génial. que tu trouvais exceptionnel et qui est, surtout vers la fin, je trouve, qui est Mais assez qui est la seule fantastique. scène qui m'a là pour le coup vraiment fait rire très fort. Donc Ah on oui. peut pas raconter, mais Oui, c'est vrai. voilà, lui et Devers m'ont fait beaucoup rire vers la fin du film. Mais oui, non, mais notamment, donc on peut citer les autres acteurs, hein, Jeanne Hervial qui joue la tante, Oui. Andreas Katsoulas, donc ça on n'a pas parlé de ce personnage. Qui est aussi un des personnages, hein, qui a aussi un des codes qui est là pour dire que Poupard finalement n'a pas un mauvais fond. Il est là pour ça à la base. Tikili, qui joue un de ses anciens collègues ou un de ses anciens clients, je sais plus. Après, je sais pas, il reste Myriam Boyer qui joue sa femme. Pour les gens qui ne sauraient pas, qui est plutôt une actrice de théâtre, qui est la maman de Clovis Cornillac. Ah oui, c'est vrai. Voilà, qui est, j'insiste, hein, qui est une des dernières actrices du film encore en vie. Et ils étaient tous vieux, enfin bref. Et voilà, après ça reste beaucoup en vase clos, donc c'est vrai que tout tourne autour de ces personnages. Oui, d'ailleurs, on a plus de scènes avec Poupard tout seul que de scènes enfin, j'exagère un petit peu, mais Poupard avec d'autres, c'est. De toute façon, il est de tous les plans, hein, donc. Oui, mais parce que c'est son histoire. Oui. C'est son histoire et c'est sa chute et. Plus que ça, on est dans sa tête. Oui, non, parce que. Alors non, je suis pas d'accord, parce que si on avait été dans sa tête, pour le coup, je l'aurais peut-être beaucoup moins bien vécu. Non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est comment on dit, la narration à travers ses yeux, plus ou moins. Oui, d'accord. Je ne sais plus, à la première personne, finalement. Oui. C'est pas un biopic, quoi. D'accord. Les biopics, c'est leurs histoires aussi, et pourtant, on en est loin. Je ne saurais pas. À un moment, je me tais parce que je pourrais en parler pendant des plombes et qu'on n'a pas le temps de tout vous raconter. Donc, on va vraiment vous le conseiller, en fait, celui-ci. Voilà. Le but de notre émission, c'est de conseiller un film à chaque émission, mais là particulièrement. Je vais me permettre juste de faire écouter une toute petite chose avant qu'on vous fasse des conseils du jour, qu'on vous parle de la musique et qu'on vous laisse. En fait, je reviens sur Devers, hein, parce que ça va me rendre obsessionnel, mais je voulais faire juste écouter un petit extrait de 15 secondes pour essayer de faire comprendre l'ampleur que pouvait avoir ce mec en tant que comédien. De Dieu. Je te jure, j'ai vraiment envie de tout foutre en l'air. Franck, bourrons-nous la gueule tous les deux. Vous auriez pas du calva? Calva d'Écosse, mon pote. Sacoche whisky, made in Scotland, the velour of the stomach. Voilà, donc peut-être que ce mec était fou, mais peut-être que ce mec était un génie. Et pour ma part, je m'arrêterai là. Les deux marchent assez souvent ensemble. Pour info, c'était donc Andreas Katsoulas dont on vous parlait, qu'on a pu entendre. Tikiki, je n'arrive jamais à me... Non, mais le grec. Voilà. Moi je dis le grec. Ok, moi. le grec, c'est beaucoup plus simple. Conseil du jour? Oui, alors conseil du jour, pour ma part, je vais aller totalement ailleurs, histoire qu'on n'ait pas non plus envie de se pendre. Mon conseil du jour, ce sera Happiness Therapy. Oh oui. De David Russell. David Russell, qui nous a fait entre autres Les Rois du désert et qui nous a sorti Happiness Therapy l'année dernière avec Jennifer Lawrence et Bradley Cooper, pour lequel elle a eu quand même l'Oscar l'année dernière, donc ça fait toujours plaisir. Et dans le genre il fait froid, il pleut, ou j'ai passé une mauvaise journée, ou je me suis arraché un ongle, ou j'ai pété ma bagnole, je vous conseille. Ah oui. C'était un très bon choix. Je sais. Moi, beaucoup plus prétentieux, je vais conseiller en fait Le Vol du Grand Rapide, un western de 1903, donc le premier western de l'histoire du cinéma, dit-on. C'est d'Edwin Porter et Wallace McCutcheon, ça dure 10 minutes, et en fait je le conseille tout simplement parce qu'il est dispo sur YouTube. À 10 minutes, c'est assez simple. Ça fait de la culture ciné, c'est toujours efficace, c'est culte, et prendre 10 minutes pour voir ça, c'est toujours bon à prendre. D'accord. Sur ce, on va vous laisser avec, alors pour les gens qui auront vu, qui verront ou qui regardent Série Noire, Le jour où la pluie viendra de Gilbert Bécaud, vous comprendrez. Et comme l'a dit Louise à Thelma, c'était couru d'avance que ce type allait finir crevé sur un parking. Le jour où la pluie viendra, nous serons, toi et moi, les plus riches du monde, les plus riches du monde, les arbres pleurant de joie offriront dans leurs bras les plus beaux fruits du monde.
plus beaux fruits du monde. Ce jour-là, la triste, triste terre rouge qui craque, craque à l'infini, et les branches nues où rien ne bouge se gorgeront de pluie, et le blé roulera par vagues au fond des greniers endormis, et je t'enroulerai de bagues et de colliers jolis, jolis. Oui, le jour où la pluie viendra, nous serons toi et moi, les fiancés du monde, les plus riches du monde, les arbres pleurant de joie offriront dans leurs bras les plus beaux fruits du monde, les plus beaux fruits du monde. Ce jour